Bonsoir. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, l'association Métis est une association de valorisation de la recherche en muséologie, dont la mission est entre autres de faire se rencontrer les professionnels, les étudiants et les chercheurs du secteur muséal. En d'autres termes, de constituer un pont afin de faciliter la circulation des savoirs. Au-delà de l'organisation d'événements, l'association publie régulièrement des ressources en lien avec les thématiques des rencontres, mais également en lien avec l'actualité du secteur. Vous retrouverez notamment les captations et les comptes rendus détaillés sur le site internet Métis Lab. Le lien que je viens de vous indiquer sur la petite onglet Converser vous mènera justement directement aux captations et aux comptes rendus de ce cycle. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les dernières captations, les derniers articles, etc. Nous remercions par ailleurs la DRAC Île-de-France pour son soutien. Et je vais désormais passer la parole à Julie Bott, co-commissaire du cycle. Je vous informe toutefois que vous pouvez donc poser vos questions pour le temps d'échange qui sera situé à la fin de la rencontre grâce à l'onglet Discussion ou Converser, qui est le même que celui où je vais vous envoyer des petits liens. Vous pourrez ainsi poser vos questions tout au long de la séance. Nous les notons et nous les poserons nous-mêmes à la fin de la rencontre, ou vous pourrez aussi demander à prendre la parole au moment du temps d'échange, si vous préférez poser votre question à l'oral. Donc, je passe désormais la parole à Julie et je vous souhaite une très belle rencontre. Merci beaucoup Marie. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la troisième et la dernière séance de ce cycle des rencontres muséaux qui est consacré donc au musée à l'heure de l'urgence environnementale. Donc pour réaliser ce cycle, l'association Métis s'est associée à deux commissaires invités, Diane Drubet de We Are Museum et Laurence Péria du collectif Les Augures. Donc, je les remercie chaleureusement pour leur contribution et leur aide dans la conception de ce cycle. Alors, la séance de ce soir s'intitule Nature et planète. En parler, l'exposer, s'en inspirer. Je vais d'abord laisser la parole à Laurence Péria donc pour introduire le thème de la séance de ce soir, avant de vous présenter donc les trois intervenantes avec lesquelles on échangera davantage tout à l'heure. Merci à tous pour votre présence et je te laisse donc la parole, Laurence. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Julie, merci l'association Métis de nous avoir invités, Diane et moi-même, à co-curater ce cycle autour du sujet des musées à l'heure de l'urgence environnementale. Alors c'est le troisième rendez-vous, donc on a fait un parcours déjà où on a commencé à réfléchir d'abord à comment s'engager pour la planète quand on est un musée, quelles sont les étapes. Ensuite, on a réfléchi à la question des expositions, des pratiques muséales et aussi comment l'économie circulaire pouvait être une inspiration pour améliorer les pratiques dans les musées. Et là, dernier sujet, on va s'intéresser de manière un peu plus proche du sujet de cette urgence, la planète, la nature, pour voir comment le musée peut être une caisse de résonance pour parler de la nature, pour la montrer, pour exposer des œuvres et dont le propos est d'alerter sur la situation et comment aussi la nature nous inspire, même dans les musées, pour aller plus loin, pour créer du débat, pour créer du changement. Donc, nous avons trois intervenantes de grande qualité que nous sommes vraiment ravis d'une part d'entendre, mais aussi de croiser leurs propres expériences, leurs propres visions du sujet. Et voilà. Merci de votre attention. Merci Laurence.
Oui, donc nous sommes donc très heureuses d'accueillir ce soir nos trois intervenantes, Aurélie Zhuang, Annabelle Haïch et Daria de Beauvais, que je remercie donc sincèrement de leur participation et que je me réjouis d'entendre davantage tout à l'heure. Alors, je vais donc les présenter brièvement, chacune d'entre elles. Donc Aurélie Zhuang est actuellement maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Elle a été enseignante agrégée de sciences de la vie et de la terre. Elle est docteure du Muséum national d'histoire naturelle en muséologie, des sciences et de l'environnement depuis 2013. Et elle est également diplômée de l'Université du Québec à Montréal en éducation relative à l'environnement. Alors, Annabelle Haïch, quant à elle, elle est actuellement chef du projet BioInspire Muséum au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Elle a étudié la géographie à l'University College London. Elle a également étudié les sciences marines tropicales à l'Université de Newcastle. Et elle a ensuite poursuivi une carrière dans la conservation de la biodiversité marine. Et enfin, notre troisième intervenante vient également d'un troisième univers. On a trois univers très différents ce soir. Elle est actuellement senior curator au Palais de Tokyo à Paris. Elle a récemment été co-commissaire de l'exposition Anticorps en 2020, qui a été conçue en réaction à la crise sanitaire et sociale. Donc je ne cite que cette exposition, mais elle a bien sûr été commissaire de beaucoup d'autres projets. Et elle prépare pour le printemps 2022 l'exposition Réclamer la Terre. Donc merci à toutes les trois pour votre présence. Donc, je vais sans plus tarder vous donner la parole à chacune d'entre vous pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous aurons donc un temps d'échange d'environ 45 minutes avec les personnes dans le public. Donc, j'invite chaleureusement les participants à poser leurs questions par écrit dans le chat. Donc, vous pouvez les poser, comme le disait ma collègue Marie, vous pouvez les poser au fur et à mesure des interventions dans le chat et on se chargera donc de les noter et de les retransmettre ensuite aux intervenants. Ou alors, vous pouvez, comme le disait Marie, poser vos questions directes au moment du temps d'échange. Donc, n'hésitez pas surtout à les poser par écrit ou à demander à intervenir à la fin. Ces rencontres sont créées voilà, pour vous donner la parole également et pour réfléchir ensemble autour de ces questions. Alors donc, je vais commencer par laisser la parole à Aurélie Zhuang, que je remercie de sa présence. Et donc, je vous laisse, Aurélie, nous présenter vos recherches, enfin, une petite partie de vos recherches. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour cette invitation et pour ce temps d'échange qui va être absolument passionnant. Je voulais vous présenter quelques tendances de la muséologie de l'environnement. Donc, ce travail est en partie issu d'une co-direction de revue, la revue Éducation relative à l'environnement, le numéro 15.1. Donc, j'ai co-dirigé avec Yves Giraud, qui a été donc mon directeur de thèse et qui est donc un expert en muséologie de l'environnement. Et donc, mon point de vue est celui, quand même, des sciences de l'éducation principalement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en préambule, hein, c'est que déjà la limite de mon propos, ça sera le musée intramuros, hein, puisque la muséologie de l'environnement est beaucoup plus large que cela, donc notamment avec l'écomuséologie. Je ne m'intéresserai pas non plus ici à tout ce qui se passe dans les eaux, les aquariums, etc. Donc, c'est un propos limité. C'est un propos qui donc voit les musées comme des lieux d'éducation, hein, donc des lieux d'éducation dits non formels, c'est-à-dire qui ne délivrent d'une certaine manière et surtout qui s'inscrivent dans une éducation tout au long de la vie. Et puis,
Je rebondis sur le terme caisse de résonance, parce qu'effectivement, c'est vraiment cela, hein, un musée, de mon point de vue, c'est un carrefour, plus exactement, un carrefour de représentation et d'épistémologie. Alors, je vais vous illustrer cela tout de suite concernant les représentations. Donc, les représentations de la nature, on voit bien qu'elles vont orienter une certaine muséographie. Donc là, à gauche, on voit un loup qui est représenté de manière tout à fait menaçante, hein, qui est naturalisé avec les crocs très visible, donc certainement à un temps où voilà, il a été préparé quand le loup était présenté, était considéré comme un animal dangereux. Et puis ici, on a un autre exemple où là, le loup est présenté finalement presque en posture naturelle dans son milieu, avec donc dans un diorama. Et là, on voit bien qu'on a deux représentations du loup tout à fait différentes. Et donc, le musée s'en fait le recueil et aussi diffuse ces représentations. Concernant les dioramas, justement, et concernant les épistémologies, il y a un lien avec donc les épistémologies et les paradigmes, hein, en sciences de la nature et la manière dont cette nature est représentée dans les musées. Alors évidemment, il y a des techniques muséographiques, bien sûr, qui permettent cela, mais là, si on prend par exemple le diorama, qui est donc une représentation de la nature dans un contexte en fait qui montre les relations entre les êtres vivants, hein, puisqu'il montre un milieu, eh bien avant tout, il a fallu penser ce milieu, il a fallu et les interactions à l'intérieur de ce milieu entre les êtres vivants et les êtres vivants avec le milieu. Et donc tout cela, ça s'est fait progressivement. Il a fallu, voilà, donc ici je vous mets quelques jalons de l'histoire de l'écologie scientifique que je ne détaillerai pas, mais juste pour vous montrer, voilà, il a fallu finalement plus d'un siècle pour pouvoir considérer qu'en fait les êtres vivants avaient des relations entre eux et avec leur milieu. Donc ici, avec quelques jalons, notamment le terme écologie, et puis là, voilà, le lac comme un microcosme, donc là, qui est presque, alors là, ici, plus loin, considéré presque comme un organisme. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons que on ne peut pas représenter... le diorama n'aurait pas d'existence d'une certaine manière si on n'avait pas pensé ces relations avant. Voilà. Donc ça, c'est un préalable. Et je vais vous présenter quelques exemples choisis des visées éducatives en muséologie de l'environnement. Alors, avec des exemples actuels et des exemples passés qui correspondent à certains jalons très, très importants. Alors, le premier, c'est celui-là. Donc là, c'est ce diorama là qui présente des bisons et qui a été spécialement conçu, pensé comme un expo pour sensibiliser le public. Alors, l'histoire, c'est que c'est le Musée national des États-Unis qui va missionner donc, Hornaday pour une expédition qui va spécifiquement prélever des individus qui étaient donc en voie d'extinction, mais donc aller les chasser pour les conserver, pour sensibiliser. Alors c'est un peu le paradoxe, mais disons que c'est quelque part une des premières manifestations d'un expo à visée de sensibilisation du public sur une problématique en fait socio-écologique, quoi. Et donc ce diorama, il a été comme de nombreux dioramas, c'est une mode qui est tombée un peu en désuétude, et donc il a été restauré et il est maintenant, on le trouve actuellement
dans le musée des Grandes Plaines, donc dans le Montana, où ils ont été prélevés. Alors, ce diorama aussi a été fait, bien sûr, avec les techniques de l'époque. Donc, il y a certains liens qu'on pourrait établir aussi entre des avancées dans la muséographie et puis dans les techniques, hein, mais ça, les autres intervenantes pourront certainement parler mieux que moi, et puis la manière dont on s'empare de ces questions. Alors, un autre jalon, et là aussi qui renvoie à des techniques finalement innovantes, c'est cette exposition Can Man Survive de 1969, donc de l'American Museum of Natural History, qui a fait cette exposition pour son centenaire. Et là, l'idée, véritablement, c'était de créer tout un univers visuel, sonore. Donc, c'était une exposition itinérante assez courte, hein, d'environ à peu près une demi-heure de visite. Mais l'idée, c'était vraiment de déranger le visiteur et d'utiliser, c'est en cela que c'est un jalon, d'utiliser beaucoup la vidéo, de vraiment faire voir beaucoup aux visiteurs. Alors, des visions pas forcément agréables, justement. Donc, par exemple, des victimes de la malnutrition, des endroits qui ont été détruits par les activités humaines. Ici, là, on voit, littéralement, ce sont des tombes, hein. Et l'idée, c'est véritablement d'immerger le visiteur pour lui faire ressentir quelque chose de désagréable. Et là, on voit que le musée, la posture, en fait, l'idée, c'était de faire un blockbuster, hein, très clairement, d'être dans une innovation muséographique, mais aussi dans un parti pris très fort des concepteurs qui était de prendre le parti de finalement choquer pour provoquer une réaction vis-à-vis de ces problématiques. Alors, une troisième manière d'aborder ces questions socio-écologiques, alors plus récente et plus française, là, c'est tout ce qui va apparaître, maintenant on est habitué, hein, mais c'est tous ces jeux un peu sérieux et surtout ici, la simulation. Alors, c'était une exposition assez importante, la Climax, c'est assez innovante de ce point de vue-là, donc avec 3 parties, donc je ne les détaillerai pas. Donc, il y avait un film, une partie où le visiteur pouvait simuler, justement, et une partie de débat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas penser la partie simulation, donc qui implique le visiteur dans en fait la rentrée de données. Donc ici, en fonction des pays, le visiteur, ce qu'il devait faire, c'est déterminer quelles étaient les sources d'énergie pour les industries, pour les ménages, pour l'agriculture, qui vont émettre du CO2, hein, des gaz à effet de serre. Et puis, il y a la forêt qui est présentée ici comme le seul puits de CO2. Bon, normalement, ce n'est pas le seul, mais bon, le modèle est fait comme ça. Donc, en fait, ici, on voit le modèle du simulateur. Et on ne peut pas penser le simulateur sans penser à ce qui se passe finalement dans les sciences de l'environnement, qui est cet avènement en fait de la simulation, de la projection, et là en l'occurrence des scénarios du GIEC. Et donc là, l'idée, c'est de finalement faire simuler le visiteur pour qu'il se projette dans le futur et pour qu'il comprenne les parts des différents secteurs. Bon, alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce modèle. Je renvoie à la thèse de Marine Soichaux, hein, pour plus de détails, puisque toutes les contributions sont aplanies, par exemple. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui a quand même à observer, hein. Est-ce que les ménages polluent autant que les industries ? En tout cas, ça ne s'est pas abordé. Et dans la partie de forum de l'exposition, là, l'idée, c'était de présenter
aux visiteurs des points de vue d'experts complètement différents. Donc, il y avait une dizaine de personnalités, la moitié de scientifiques, dont certains climato-sceptiques. Donc, l'exposition, c'était en 2003. Donc, il faut imaginer que depuis, il y a eu les rapports du GIEC ont montré véritablement la part humaine dans les changements climatiques, et c'était très discuté encore à l'époque, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les débats d'Al Gore, etc. Enfin, c'était quand même une question socialement vive, très, 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 très chaude, on va dire, hein. Maintenant, c'est un petit peu différent, hein. Le débat est un petit peu présenté différemment. Et là, donc, le visiteur pouvait voir sur les écrans les avis de ces différentes personnes. Mais on ne pose pas de questions à ces personnes. En fait, on leur donne des affirmations. Ici, donc, seule l'activité humaine a une influence sur le changement climatique à venir, et on demande à l'expert de se prononcer. Donc, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Ben là, vous voyez deux avis complètement différents. Donc là, vous avez un climato-sceptique. Et le visiteur doit lui-même dire s'il est d'accord, pas du tout d'accord, absolument pas d'accord, etc. Et en fait, il ne participe à la discussion ou au débat qu'en mettant uniquement son avis. Donc là, en fait, on pourrait dire, c'est pareil, je renvoie à la thèse de Marine Soichaux, que c'est un débat sans parole, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de simulacre de débat. En tout cas, le visiteur, enfin, le musée ne va pas jusqu'au bout de la participation du public, en tout cas. Mais c'est une amorce, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Autre manière complètement différente d'aborder les questions socio-écologiques, c'est ce focus sur l'exemplarité. Donc ça, on le retrouve assez souvent, et notamment dans les expositions itinérantes qui circulent dans les écoles, que j'ai beaucoup étudiées par ailleurs. Et l'idée, là, c'est d'exposer l'exemplarité, de montrer qu'en fait, il y a des actions possibles sur l'environnement. Et ici, j'ai pris l'exemple de Mutations urbaines, qui présentait justement tout un tas d'exemples à l'aune du développement durable, avec ici, pour cet exemple à l'écocycle, des appréciations justement sur la part de l'environnement, la part culturelle, la part sociale, la part économique de tel ou tel dispositif, en indiquant d'où il vient et ce qu'il fait. Et donc, il y avait des tas d'exemples comme ça dans l'exposition. Et à l'occasion d'un panneau, on peut voir que le partenaire de l'exposition présente sa propre action, avec ici ce que ça impacte en termes de développement durable. Et on voit vite dans ce genre de manière d'aborder les problématiques socio-écologiques par l'exemplarité, que ça peut dévier vers une forme de faire-valoir, donc soit du producteur de l'exposition dans les cas d'exposition itinérante, ou bien alors de partenaires qui vont montrer comment eux, ils agissent. Et l'idée, c'est de reproduire et de rentrer dans l'action. On pourrait dire que c'est une sorte de déviance de l'exemplarité, mais qui est quand même assez répandue. Alors, ça, c'était des exemples d'exposition. À l'échelle du musée, je vous présenterai un seul exemple, mais qui me semble interroger plus largement l'ensemble des musées patrimoniaux qui ont des collections patrimoniales. Ici, on voit le musée de la chasse et de la nature, donc qui va rouvrir là à la fin de la semaine, hein, puisqu'il était fermé pour rénovation. Et dans un article du numéro de revue que nous avons dirigé, Antoine Jeanne nous explique comment la salle d'Afrique est devenue la salle des trophées. Donc, on voit bien ici qu'on a les mêmes muséaliens, on va dire, hein, on a les mêmes animaux naturalisés, quasiment tous les mêmes. Et on voit que le discours qui est porté par ces muséaliens n'est plus le même. Et donc, ça l'amène à parler de palimpseste muséographique, c'est-à-dire, alors en palimpseste,
en référence à ces parchemins qu'on pouvait effacer et sur lesquels on pouvait réécrire dessus. Donc, le parchemin reste, donc là, on pourrait dire les objets restent, mais l'histoire qui est racontée à partir de ces objets est complètement différente, puisque là, en l'appelant salle des trophées, on va finalement reconnaître que ces animaux naturalisés, en fait, avec pour vocation toute une ostentation, et donc, voilà, de plus l'appeler salle d'Afrique, c'est un tournant, et c'est aussi le musée qui se regarde lui-même dans sa propre histoire et justement qui réinterroge ses propres collections. Alors, si on résume globalement là, ce que je vous ai présenté, j'espère que je ne vous ai pas fait un inventaire à la Prévert, c'est que cette question, en fait, il n'y a pas une seule manière pour le musée ou pour les musées pour voilà, de présenter ou de s'emparer des questions socio-écologiques. Donc, il y a vraiment une diversité des objectifs et des approches. Et donc, à l'occasion de ma thèse, donc j'ai proposé une typologie, mais qui est en fait une continuité de typologie qui avait déjà été initiée précédemment avec les travaux dirigés par Yves Giraud, notamment là, les travaux d'Elisabeth Cartier qui s'était intéressée aux expositions relatives à la biodiversité. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler, ce ne serait pas intéressant, mais juste pour vous dire que les expositions vont avoir des objectifs éducatifs qu'on va pouvoir relier en fait à certaines approches éducatives, et que les objets ne vont pas du tout être les mêmes. C'est-à-dire que là, ce que j'ai présenté, par exemple, on voit bien que le faire agir, on va être plutôt dans une approche assez positiviste où le changement, voilà, c'est les comportements. Et quand on est au contraire voilà, dans le faire débattre, on va plus être dans une approche où on va essayer de faire ressentir, on va plus être dans une induction d'émotions positives, où là, ça va être plutôt le lien entre les humains et la nature qui va se jouer. Donc, c'est des approches complètement différentes. Et on peut se poser la question, à travers les exemples que j'ai présentés, du lien entre le développement de certaines techniques et l'exposition des problématiques socio-environnementales. Là, on l'a vu avec le diorama, on l'a vu aussi avec l'utilisation voilà, de la vidéo et des slides en grand qui a servi de support à cette sensibilisation. On voit aussi que les objets peuvent être utilisés pour raconter une histoire complètement différente. Donc ça, c'est véritablement peut-être les enjeux à venir à partir des collections qui sont dans les musées. Comment on revisite les collections qu'on a pour s'emparer de ces questions socio-environnementales. Et puis, il y a une question qui est très importante, qui est celle de la posture des concepteurs d'exposition, voilà, où ils pensent le musée de manière générale, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans des postures d'engagement très forts, comme Can Man Survive, bon, je veux dire, rien que le titre de l'exposition annonce la couleur. Donc là, on est vraiment dans un engagement ou dans un parti pris très fort, où là, les concepteurs se disent, bon, on va choquer, on veut vraiment faire un électrochoc, ou bien alors, on est plus dans un musée qui va être plutôt neutre. Donc, ce qui pourrait être ce qu'on a vu avec la salle de forum, là, où le musée ne se fait que caisse enregistreuse finalement enfin pas caisse, mais enregistreur des avis des uns et des autres. Et puis, on peut voir graphiquement les avis, mais c'est tout. Il ne prend pas part au débat. Et en même temps, les visiteurs ne peuvent pas débattre entre eux, ne peuvent pas débattre non plus avec les personnes qui sont présentées, où il n'y a pas d'interaction, parce que ça peut aussi exister dans certains dispositifs. Donc du coup, ce qui est absent de notre typologie, mais peut-être parce qu'on ne l'a pas vu, ou peut-être qu'on pourrait le ranger dans le faire débattre, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je me disais qu'il y aurait peut-être quelque chose à développer, ce serait le faire participer. Alors là, c'est dans l'exposition Mutation urbaine,
où on voit que là, c'est un dispositif qui permet de recueillir les représentations des visiteurs sur Paris. Donc, il y avait une carte, en fait, il y avait juste des feutres mis à disposition et puis chacun pouvait s'exprimer, scanner sa représentation et puis elle diffusait sur des écrans. Et là, voici les représentations. Donc, on voit ici, là, voilà comment est vécu Paris par certaines personnes, un endroit très pollué. Voilà, c'est noir, c'est la pollution partout. Et puis, le Paris rêvé. Voilà, le Paris bio, be green and happy, avec plus d'habitat participatif, plus de verre, plus d'eau, plus d'espace collectif. Du coup, ça renvoie, et en conclusion, hein, à l'enjeu de la définition du musée, hein, qui est actuellement à l'ouvrage et pour lequel il n'y a pas encore de consensus. Donc là, c'est la définition actuelle, ça c'est la définition en discussion, et je trouvais très intéressant là, sur le site de l'ICOM, là, donc c'est la fréquence des termes qui ressort de 269 définitions proposées par les communautés muséales, voilà. Et ce qu'on voit, c'est tout ce qui ici qui pourrait être du côté du développement durable, entre guillemets. Alors bon, je résume, hein, puisque on pourrait aussi en parler du développement durable. Hein. On voit bien ici que c'est quand même assez minoritaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un enjeu qui comme ça, apparaît spontanément, puisqu'on voit qu'on est beaucoup plus voilà, dans la conservation, dans le patrimoine. C'est normal, hein, puisque c'était la mission historique des musées. Et puis, eh bien voilà, il y a tout cet enjeu de la démocratisation et de la participation. Voilà, ils sont participatifs. Qui est là présent également. Je vous remercie pour votre attention. Donc là, j'ai mis les références pour aller plus loin si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour cette belle synthèse très riche. Alors je profite de ce moment de transition avant de laisser la parole à Annabelle Aïch. J'en profite donc pour rappeler aux participants dans le public que vous pouvez poser donc vos questions par écrit, soit à Aurélie Zwang, soit aux autres intervenantes, et on se chargera de leur transmettre après. Ou vous pourrez les poser en direct après au moment de la discussion et du format un peu plus table ronde et échange collectif. Donc un grand merci Aurélie. Et je vous laisse la parole Annabelle, donc, qui est donc, chef du projet BioInspire Muséum au Musée national d'histoire naturelle à Paris. Merci. Bonjour tout le monde, donc je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde le voit? Oui, très bien. Donc, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à parler à cette rencontre Nature et Planète, en parler, l'exposé sont inspirés. Je vais principalement explorer le dernier mot, s'inspirer, car ceci est le focus de notre mission BioInspire Museum. Donc, une petite introduction à la bioinspiration et comment le Muséum national d'histoire naturelle est impliqué dans ce domaine. Commençons avec une définition. Donc, la bioinspiration est tout simplement une approche créative basée sur l'observation des systèmes biologiques. Autrement dit, c'est une façon de tirer des idées du monde vivant et les appliquer souvent dans un esprit d'innovation au domaine scientifique et technique, mais également artistique, esthétique et culturel. Plus spécifiquement, on étudie de près ce qu'on trouve dans la nature en matière de forme, structure, matériel, processus ou système d'organisation biologique, ce que nous appelons des éléments de bioinspiration. Et on se demande comment est-ce que ces éléments correspondent aux fonctions biologiques chez un organisme ou un groupe d'organismes. Donc, une fonction biologique peut être, par exemple, se protéger contre des menaces biotiques
et on voit la stratégie adoptée par ce cactus qui est recouvert d'épines pointues. La stratégie biologique employée pour accomplir une fonction, dans ce cas la protection, dépend de l'espèce en question et son contexte. Les fonctions biologiques sont nombreuses et révèlent des solutions potentielles aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. Par exemple, comment est-ce qu'on peut capter et stocker de l'énergie? Comment est-ce qu'on peut redistribuer de l'eau de manière la plus efficace? Ou quels systèmes d'intelligence collective sont les plus pertinents pour la gestion des ressources? Et ces solutions existent à toute échelle biologique, depuis les molécules jusqu'aux écosystèmes. Et le grand avantage pour un monde qui fait face à des défis environnementaux et climatiques, c'est que ces solutions bio-inspirées nous orientent vers une compatibilité avec la biosphère. La vie crée des conditions propices à la vie, en suivant des principes de multifonctionnalité, régénération, adaptation, optimisation et coopération. Donc, en suivant ces principes, nous pouvons développer des matériaux, des processus et des systèmes novateurs pour un avenir plus durable, que ce soit dans des domaines dits industriels ou non industriels. Je vais vous donner quelques exemples de la bio-inspiration tirés des travaux de recherche au Muséum. Exemple 1, on peut s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes pour repenser nos villes en intégrant des solutions fondées sur la nature, telles que des toits végétalisés, afin de rendre nos milieux urbains plus sains et plus diversifiés. Exemple 2, en observant comment certains vers marins produisent des biociments qui fonctionnent sous l'eau, on peut développer des nouveaux adhésifs imperméables, utiles dans le cadre de construction sous-marine ou des contextes médicaux. Exemple 3, on peut étudier la grande variété de composés produits par des micro-organismes, comme des cyanobactéries, pour leurs propriétés antibactériennes, antifongiques et anticancéreuses, en vue d'une éventuelle utilisation pharmaceutique. Quelques mots maintenant à propos de BioInspire Museum. L'initiative a été lancée en 2019 avec un financement du ministère de la Transition écologique pour identifier, coordonner et promouvoir la bioinspiration dans l'ensemble des activités du muséum. On voudrait promouvoir toutes les contributions potentielles de l'histoire naturelle à la bioinspiration. Pour rappel, depuis 400 ans, notre muséum est au carrefour des sciences de la Terre, de la vie et de l'homme, et sa vocation s'exerce au travers 5 grandes missions: la recherche, l'expertise, la conservation des collections de spécimens biologiques, dont nous avons 68 millions, l'enseignement supérieur et la diffusion des savoirs scientifiques auprès du public. Nous voudrions que la bioinspiration valorise ces 5 éléments en tant que projet transversal. Ce qui nous tient à cœur également, c'est la mise en œuvre de la bioinspiration dans une optique de développement durable. Et la bioinspiration devrait contribuer donc à la conservation de la biodiversité. Ça devrait être une démarche éthique. Comme nous avons vu, la nature peut soutenir l'éco-conception en s'inspirant des principes, mécanismes et structures biologiques. Mais en parallèle, la bioinspiration présente un outil superbe de communication pour sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité, en expliquant que sans cette bibliothèque vivante, la bioinspiration n'existerait pas. Donc, dans ce sens, on peut voir la bioinspiration comme service écosystémique. Par rapport à nos activités principales ces derniers ans, nous avons priorisé 2 aspects: le cadrage de la bioinspiration et la création d'une cartographie des acteurs. Une besoin clé qui est ressortie de nos discussions au début du projet BioInspire Museum était la nécessité de mieux définir ce que nous entendions par la bioinspiration.
Comment interpréter ce terme au-delà de la courte définition que je vous ai montrée il y a quelques diapos? Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail ici, mais globalement, nous avons retenu une interprétation qui couvre multiples domaines, donc à la fois l'art et la science, qui englobe des utilisations directes et indirectes de la nature, qui ne se limite pas à l'innovation technique ou la résolution des problèmes ou l'innovation, mais qui valorise la richesse que le monde vivant peut apporter à l'humanité sur l'ensemble du spectre de bien-être. Et une bio-inspiration qui devrait toujours avoir un impact positif à la fois sur les êtres humains et les autres formes de vie, en soutenant les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons également créé une cartographie des acteurs et des activités bio-inspirées au muséum, qui a montré les différents types de bio-inspiration au sein de notre institution, listée à droite. On a découvert qu'il y a une vaste panoplie de scientifiques impliqués dans la recherche bio-inspirée, en étudiant l'évolution, la biodiversité, l'écologie, l'anthropologie, la biologie moléculaire et la biologie marine, pour citer juste quelques-uns. Donc, j'espère vous avoir donné une idée de ce que c'est la bio-inspiration, pourquoi c'est un enjeu majeur pour le muséum et comment on s'implique dans la recherche bio-inspirée. Mais avant de terminer, je voulais également aborder la dernière question du débat d'aujourd'hui, à savoir comment faire pour que les musées deviennent des caisses de résonance des défis sociaux et environnementaux. Je vous ai parlé ce soir de la bio-inspiration et de BioInspire Museum, une initiative parmi beaucoup d'autres au sein du Muséum national d'histoire naturelle qui cherche à sensibiliser des gens à l'importance de la nature et les engager dans sa protection. Pour aller plus loin, je recommande vivement une série de manifestes que le Muséum a publiés chaque année depuis 2017, couvrant les enjeux environnementaux et sociétaux. Le premier réaffirme le rôle et la nécessité de l'histoire naturelle dans les sociétés contemporaines. Le deuxième concerne les migrations, en expliquant que la mobilité est indispensable au maintien de la vie sur Terre. Le troisième manifeste interroge notre rapport aux animaux, autres animaux. Et le quatrième propose une réflexion sur l'avenir de notre planète face aux limites. Donc à la fois les limites physiques et historiques du corps humain et les limites des ressources de la planète. Dans le premier manifeste, Quel futur sans nature, mes collègues expliquent que la raison d'être de l'histoire naturelle d'aujourd'hui passe par la création des passerelles visibles et directes entre la science et ses applications. La bio-inspiration crée ce type de passerelle et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour en parler. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Annabelle. Alors moi j'ai déjà beaucoup de questions à vous poser, mais je vais attendre après et j'invite également voilà, les personnes dans le public à poser leurs questions par écrit ou alors à vous les poser après à l'oral en demandant la parole. Et donc merci à toutes les deux hein, déjà pour vos deux belles interventions. Et je vais maintenant laisser la parole pour terminer ce tour à Daria de Beauvais, voilà, qui va nous donner encore un autre point de vue, un autre angle d'approche de cette thématique. Donc merci, je vous laisse la parole, Daria. Ah, alors je pense que votre micro n'est pas allumé. Bonsoir. Bonsoir. Désolée pour le problème technique. Donc, je suis Daria de Beauvais, commissaire d'exposition au Palais des Textos à Paris, qui est non pas un musée, mais un centre d'art. Donc, petite différence, mais qui compte quand même dans notre manière de travailler, puisque c'est un lieu où tout est temporaire. Nous ne constituons pas de collection, nous proposons des projets temporaires
d'une temporalité pouvant varier grandement, mais avec cette dynamique voilà, d'une temporalité évolutive. Donc, le projet Réclamer la Terre, c'est à la fois une exposition collective, un programme public et une publication qui sont prévus pour se tenir au Palais de Tokyo au printemps et à l'été 2022. Je suis accompagnée dans ce projet par 2 conseillères scientifiques, Léolie Eshraghi et Ariel Saleh. Les pierres sont notre squelette, l'eau est notre sang, la terre est notre chair et la forêt est notre chevelure. J'emprunte cette phrase à Aleta Bone, qui est une activiste environnementale indonésienne, qui pour moi dit de manière très poétique énormément de choses sur notre rapport au vivant et à la nature, puisque pour mieux répondre à l'urgence climatique, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord changer notre rapport à la Terre? Si les projets écoféministes et décoloniaux cherchent à renverser les termes du pouvoir politique et de nos relations sociales, ils ont aussi valeur à questionner le rapport extractiviste et conquérant trop souvent établi entre présence humaine et sol. La question étant, et si nous n'étions pas sur Terre, mais faisions corps avec elle, créant ainsi cette communauté du sol dont parlait Rachel Carson à l'origine du mouvement écologiste, avec notamment son livre « Printemps silencieux », ouvrage majeur datant de 1962. Ces considérations, si elles peuvent nous aider à imaginer des futurs possibles, ne sont pas pour autant nouvelles. Elles prennent racine dans des savoirs ancestraux, négligés ou encore perpétués, ainsi que dans une volonté de reconnexion et de partage. La manière dont ces conceptions et ces pratiques peuvent être aujourd'hui réactualisées et reconsidérées est au cœur des projets présentés dans le cadre de cet intitulé, qui est comme un parasol, dirons-nous, « Réclamer la Terre », avec un ensemble d'expositions cherchant à, je cite, « écouter la Terre pour réenchanter le monde ». C'est une expression de Geneviève Azam, car la Terre n'est pas muette, ainsi que le montrent les artistes invités. Donc, Réclamer la Terre, c'est à la fois une exposition collective, dont je suis commissaire et dont je vais vous parler plus précisément ce soir, mais c'est aussi ce terme parasol avec d'autres expositions monographiques avec des artistes françaises et internationales telles que Hélène Bertin, Mimosa Echard, Lydia Posada, Laura Hainaut, parmi les principales confirmées aujourd'hui. La volonté commune autour de cette saison est de développer d'autres façons d'être au monde. Et chacun de ces projets développera des projets inédits, souvent réalisés en collaboration. L'exposition collective Réclamer la Terre, quant à elle, met au jour des ramifications nouvelles pour des artistes qui nous aident à penser et ressentir une nature chargée, intensifiée, engagée. Le point de départ est de considérer la matière dite naturelle à la fois comme un médium et comme un outil politique. Les artistes participants, une douzaine aujourd'hui, mais la liste n'est pas tout à fait clôturée, de différentes générations et origines, remettent en avant des récits oubliés, réduits au silence ou encore à inventer. Ils s'éloignent d'une vision, ils et elles s'éloignent d'une vision occidentalo-centrée, développent de nouvelles relations au vivant ou à l'environnement, s'intéressent à d'autres façons d'être au monde. Car, pour citer Emanuele Coccia cette fois, la nature est ce qui permet d'être au monde. Peut-être un mot d'abord sur ce titre de Réclamer la Terre que j'ai emprunté au tout premier recueil de textes écoféministes publié en 1983 intitulé « Reclaim the Earth ». Ce terme de « reclaim » est un terme clé dans différents cercles militants, écoféministes notamment. Il s'agit de « reclaim » au sens de réhabiliter, se réapproprier, régénérer ou activer une agentivité pour ce qui a été dévalorisé, qu'il s'agisse de droits autochtones, du corps féminin, d'un territoire, quel qu'il soit. Cette notion de reclaim a également une dimension spirituelle qu'on retrouve par exemple chez une grande figure comme Starhawk, qui se définit à la fois comme sorcière et comme activiste politique. Ce titre de Reclaim a également été repris par Émilie H. comme titre du premier recueil de textes écoféministes publié en français en 2016. Cependant, je précise que l'écoféminisme n'est pas le sujet de cette exposition, c'est plutôt pour moi une grille de lecture du monde. Un des points de départ de l'exposition, c'est Ariel Saleh, qui est donc conseillère scientifique,
sociologue et activiste australienne qui écrivait dès les années 90 dans son livre fondateur Ecofeminism as Politics, non encore traduit en français, mais j'y travaille. Rassembler l'écologie, le féminisme et les politiques autochtones revient à abandonner la vision eurocentrique pour adopter un regard véritablement global. Donc il s'agit, avec cette phrase qui était en fait très en avance par rapport à des pensées plus actuelles, plus intersectionnelles des différentes luttes contre une société patriarcale, extractiviste et capitaliste, de lier ces différentes luttes, ces différentes questions, avec entre autres donc ce rapport à la Terre. Il s'agit de penser le monde par-delà nature et culture, même si cette dualité, je pense, est déjà plus que datée. Et donc, les artistes sélectionnés, donc vous voyez la liste sur l'écran, travaillent autrement la matière dite naturelle. Bois, terre, plantes, coquillages ou minéraux sont autant de motifs, de techniques, de médiums ou de sources d'inspiration, permettant de créer des vecteurs culturels, historiques et politiques. À nouveau, il s'agit d'utiliser ce matériau comme un médium et comme un outil, comme une manière de se réapproprier une histoire. Les artistes, je le disais, sont de différentes générations et origines, mais un bon tiers d'entre eux et elles est d'origine australienne, l'Australie étant mon territoire d'études de départ et principal pour cette exposition. Il s'agit donc de mettre en avant d'autres voies, d'autres manières de voir le monde avec ces artistes dont je parlerai plus précisément de deux aujourd'hui. Un premier mot sur le Carabing Film Collective, collectif créé en 2013 qui se compose de plus de 50 membres, tous autochtones, à l'exception d'Elisabeth Povinelli, qui est, elle, une professeure d'anthropologie et d'études de genre à l'Université de Columbia, où elle a également été directrice de l'Institut de recherche sur les femmes et le genre et co-directrice du Centre d'études du droit et de la culture. Donc, elle collabore depuis de longues années avec le collectif, qui est un collectif créant à la fois des films, donc c'est leur projet artistique, mais qui de plus en plus développe d'autres actions, notamment de protection du territoire. Le Carabing Film Collective produit à l'occasion de l'exposition un nouveau projet intitulé The Family. Je vous montre en passant quelques images de films précédents pour vous donner un aperçu de leur visuel, de leur création, qui mêle à la fois une relation ancestrale au territoire, mais aussi un univers très baroque, très onirique, avec aussi une certaine forme d'humour, mais également d'inquiétude et de révolte par rapport à une société encore très colonialiste. The Family, donc, un film qui est en train d'être réalisé, est en réalité un film de zombies, aussi étonnant que ça puisse paraître. Peut-être que vous voyez à l'arrière-plan un zombie blanc qui essaie d'attraper ces petites filles d'origine aborigène. Et The Family est un film qui dévoile les dangers toxiques d'une consommation à l'occidentale et qui interroge l'effacement culturel causé par le colonialisme. C'est également une cartographie numérique complète d'un vaste réseau de déversoirs rocheux et de fosses à coquillages. Le but étant de créer une zone de patrimoine culturel autour de la région de Mabuluk, Cape Ford, en Australie. Donc, ce projet est coproduit par le Palais de Tokyo avec d'autres partenaires culturels, entre autres le Centre d'art Everke à côté de Berlin, mais aussi les Serpentine Galleries à Londres, dans le cadre de leur projet de recherche à long terme que vous connaissez peut-être, intitulé Back to Earth. Ce projet est donc une collaboration puisque le but de l'exposition Réclamer la Terre est donc à la fois de donner à entendre et à voir d'autres voix, mais surtout de créer ce que j'appelle, c'est un petit peu un néologisme, une mycélisation des relations, donc inspirée par le mycélium, cette fameuse partie cachée des champignons, qui est un réseau intense, ramifié, d'une densité incroyable. Et l'idée est donc pour ce projet de collaborer un maximum avec d'autres institutions pour soutenir les artistes,
coproduire les œuvres dans une volonté de mutualisation, mais aussi dans le but de limiter les questions de voyage, de transport, de production, dans une volonté d'éco-conception. C'est, d'une certaine manière, les balbutiements d'une transition que souhaite mettre en œuvre le Palais de Tokyo, qui s'est doté depuis un an maintenant d'une direction de la RSE et qui souhaite faire évoluer son modèle de fonctionnement pour s'adapter un petit peu à l'urgence climatique et sociale. Et surtout, l'idée a été pour moi de travailler en collaboration pour travailler en commun plutôt qu'en concurrence, puisque le titre Réclamer la Terre, Reclaim the Earth, vous l'aurez compris, est très proche du titre du projet de la Serpentine, Back to Earth, et en fait est très proche d'un certain nombre de projets culturels, de centres d'art, musées, pour des expositions, des colloques, des publications. Donc c'est vraiment un sujet de société, c'est un sujet brûlant d'actualité. Il m'a semblé primordial de plutôt s'associer plutôt que d'essayer d'être en concurrence, que chacun fasse son projet dans son coin. De même pour le programme public et la publication. Et donc, ce qui est intéressant pour ce projet du Carabine Film Collectif, c'est que non seulement cette collaboration permet de s'associer, permet au collectif d'obtenir un plus grand budget pour développer leur projet, mais surtout de développer un projet artistique qui permet donc de créer une zone de patrimoine culturel, de développer une zone protégée, idéalement, même si ça prendra un certain temps, pour sauvegarder en fait leur territoire et créer une résidence artistique, ce qu'ils appellent une résidence artistique pour les ancêtres, afin de protéger l'écologie historique et totémique de la zone. On est sur la côte sud de la baie d'Anson, en territoire du Nord. Un autre exemple dont je voulais vous parler dans le cadre de l'exposition Réclamer la Terre, c'est Tabitha Reuser, qui est une artiste d'origine franco-guyano-danoise et qui vit depuis quelque temps en Guyane. Dans sa pratique artistique, Tabitha révèle la façon dont l'histoire de l'esclavage, du colonialisme et de la modernité a façonné la science et la technologie. Elle explore la guérison décolonisante à travers la politique de la technologie à nouveau. Donc, il y a vraiment cette idée d'utiliser la technologie comme outil, mais aussi en la critiquant dans un but de retour à la terre. Elle a donc une pratique artistique depuis quelques années, mais depuis son installation en Guyane, dans la forêt amazonienne, elle travaille également comme doula, professeure de yoga, tout en se formant actuellement à l'agroforesterie. Donc sa pratique artistique, finalement, ne devient qu'un des gestes, qu'un des modes d'action possibles de son engagement. Elle a créé Amakaba, qui est un centre de guérison dans la forêt, un lieu qui vise à cultiver les arts et les sciences de la Terre, du moins et du cosmos, dans un but de guérison collective, d'éducation et de justice sociale. Donc, pour vous donner quelques exemples, les visualisations des projets de l'artiste, qui sont le plus souvent des installations vidéo. Et nous sommes actuellement en discussion avec l'artiste pour son intervention au Palais de Tokyo, qui n'est pas décidée à ce jour, donc je ne peux pas plus rentrer plus avant dans le détail. Mais ce qui est important de noter, c'est que comme pour le Carabine Film Collective, le projet que nous allons mener ensemble, qui sera a priori également une coproduction avec d'autres institutions culturelles, permettra de soutenir le développement d'Amakaba et donc de soutenir finalement les autres actions de l'artiste qui ne sont pas seulement des gestes artistiques. L'artiste interviendra également au Palais de Tokyo dans le cadre d'un workshop qu'on espère développer donc au printemps 2022. Et ces deux exemples d'artistes parmi la quinzaine invitée au final vous permet de comprendre comment un projet artistique peut à la fois être une exposition, au sens le plus classique du terme, mais aussi un geste militant dans la manière de concevoir, produire et exposer les œuvres, et surtout une manière de soutenir les artistes dans leurs différentes recherches personnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup Daria pour cette intervention. Merci à toutes les trois. Alors, on va maintenant entamer un second temps dans cette rencontre, beaucoup plus dans l'échange
entre vous, avec le public. Alors, donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions donc par écrit dans le chat ou à demander la parole et une de mes collègues, Marie ou Elodie, vous la donneront. Alors, je comprends bien que ce format Zoom c'est un peu difficile pour les participants de poser leurs questions, mais voilà, c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude, nous, dans les rencontres muséo, de vraiment laisser la parole au public. Donc, n'hésitez vraiment pas à intervenir, vous êtes les bienvenus. Alors, peut-être je vais d'abord vous laisser la parole à toutes les trois. Si jamais il y en a une qui veut réagir à chaud tout de suite, qui a une question urgente à poser à la suite de l'écoute des deux autres intervenantes, ou voilà, autrement, moi j'ai quelques questions à vous poser, mais je préfère vous laisser la parole d'abord si vous voulez réagir à chaud maintenant. Oui, Aurélie, j'ai cru voir que vous leviez la main. Alors, je mets mon écran. Oui, je voudrais réagir à la présentation de Daria. Là, on voit bien déjà, le Palais de Tokyo avait fait il y a quelques temps là, une exposition diorama là, qui remettait vraiment au cœur ce type d'expo là, qui était un peu tombé en désuétude avec justement des manières de faire très, très artistiques et en même temps qui interrogeait justement sur des morceaux de ville, quoi, avec notamment Patrick Dion là, qui avait des installations très intéressantes. Et on voit bien là qu'on arrive à un point où l'art et la sensibilisation à l'écologie vraiment passe par l'art, et ça passe par ce nouveau lien, vous en avez un peu parlé, qui est en train de... On pourrait parler presque d'un nouveau paradigme émergent là, avec des philosophes qui sont vraiment pas émergent, mais bon, il y a un gros courant philosophique là qui cherche à relier justement les disciplines, à relier les êtres vivants, qui est le courant porté par Baptiste Morisot, Vinciane Després, Bruno Latour, et puis dans le domaine justement entre art et environnement, là, Estelle Zong Mengal, là, il y a tout ce courant là qui est en train d'émerger et qui finalement est peut-être une ouverture, un peu une proposition vraiment différente pour que nous établissions des liens avec les êtres vivants et avec les milieux, pas forcément, pas forcément le milieu, pas forcément le vivant, mais aussi le non-vivant, et qu'on sorte un petit peu donc des approches gestionnaires. Et c'est là où les musées peuvent remplir en plein ce rôle, et je trouve ça véritablement intéressant. Et on voit bien aussi le lien dans la bio-inspiration, quoi, que là, cette interdisciplinarité que permet le musée est véritablement porteuse pour ouvrir, ouvrir les boîtes et penser différemment, et nous ouvrir d'autres horizons, d'autres récits, d'autres manières de penser et d'évoluer dans le futur, quoi. J'ai coupé mon micro, donc Daria, je vois que vous avez une petite main. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que disait Aurélie. C'est vrai qu'en ce moment, au-delà des recherches qui peuvent être faites, telles que celles d'Aurélie, d'Annabelle ou les miennes, il y a dans le domaine de la pensée une richesse. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un livre qui sort par jour sur ces questions. Il y a plein de maisons d'édition en France qui ont émergé récemment, comme Wild Project, par exemple. Actes Sud, ça a toujours été un peu le sujet, mais là, ils se sont vraiment encore plus lancés dans cette question, avec notamment la création de Agir pour le vivant, ou même les éditions Cambouraki sur des questions plus militantes, plus féministes et écoféministes. Et c'est vrai qu'il y a une pluralité de pensée qui fait que vraiment, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose, et que chacune d'entre nous, à notre niveau, donc dans un cadre plus muséal, en fait, on est là aussi pour partager avec le public. Et pour moi, les artistes sont aussi là comme des vigies, d'une certaine manière, pour nous parler du monde. Et
Et c'est pour ça qu'avec Réclamer la Terre, j'ai aussi fait en sorte d'inviter des artistes qu'on ne connaît pas ou peu en France, parce qu'il y a aussi pour certains, notamment pour ceux d'origine autochtone, une relation à l'environnement qui est tellement différente. En fait, l'environnement, c'est eux, c'est la même chose. Et je pense que c'est quelque chose de très inspirant et qui pourrait nous être utile pour nous permettre de comprendre qu'on est juste un élément parmi tous les autres. Alors si je peux me permettre d'intervenir, mais je me demandais par exemple par rapport au projet que vous portez, Annabelle, justement, qu'est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la jeunesse? Qu'est-ce qui a insufflé ce désir d'avoir cette approche transversale dans le musée? Donc vous parliez des manifestes notamment qui ont été écrits, mais est-ce que vous... C'est vrai que comme vous le disiez, Daria et Aurélie, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment et c'est intéressant de voir que ça pénètre le musée, où on le voit aussi avec l'exposition Réclamer de la Terre, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les origines de ce projet? Vous parlez du ministère, je pense. Est-ce que ça vient du ministère ou du musée en interne? Oui, donc comme la science, l'histoire naturelle en général, nous sommes influencés par notre milieu culturel, politique, social. Donc effectivement, la bio-inspiration en tant que telle, ou le biomimétisme qui est notre mot utilisé pour décrire un peu dans la même démarche, c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor depuis les dernières 10-15 ans. Et notamment les derniers 5 ans, ont vu un véritable intérêt auprès des industriels, auprès des décideurs publics, politiques et le grand public par rapport à cette démarche. Donc, c'est également quelque chose qui était présent et actif au sein du musée, même si ces travaux ponctuels peut-être n'étaient pas suffisamment mis en lumière, valorisés, sans la présence d'un projet cohérent qui pourrait faire le lien entre les différentes activités. Donc, deux choses. Oui, il y avait un intérêt croissant à l'extérieur du musée, plus général, qui nous a poussé à peut-être reconnaître ce que le musée pourrait apporter à ce domaine, notamment, comme j'ai dit, en matière de nos collections. Donc, c'est une véritable mine d'or de modèles biologiques qu'on peut utiliser pour la bioinspiration, nos axes de recherche. L'interdisciplinarité de l'histoire naturelle, donc le fait que l'histoire naturelle couvre les sciences biologiques, géologiques, minéralogiques, l'anthropologie, donc quelque chose que j'ai trouvé très intéressant que Daria vient de dire par rapport à les différentes façons de voir la Terre, de voir la nature, la biologie chez les différents peuples autochtones. Et un collègue au sein du musée, parce que peut-être vous savez que le Musée national d'histoire naturelle, nous avons 13 différents sites en France, dont le musée de l'homme. Donc, toute cette partie anthropologie, ethnologie fait partie du Musée national d'histoire naturelle qui ajoute une richesse, comme vous pouvez imaginer, sur tous les plans et notamment par rapport à la bioinspiration. Donc, nous avons une collègue qui travaille au Musée de l'homme qui s'intéresse aux différents types de bioinspiration chez les différentes cultures. Donc, la bioinspiration n'est pas juste un phénomène occidental scientifique, mais c'est quelque chose qu'on peut voir au sein de plein de différentes cultures au sein du monde. Donc, ça, c'est vraiment intéressant également de voir que ce n'est pas juste notre société européenne ou occidentale qui s'intéresse à cette idée de s'inspirer de la nature pour créer. Merci. Et, alors, je ne sais pas, Daria, si vous voulez intervenir, je crois que vous avez pas votre micro. N'hésitez pas à intervenir. Non, mais c'est vrai que c'est important d'entendre ces autres manières de considérer notre rapport au monde, puisque de toute façon, il faut modifier notre rapport au monde, puisque ce monde a changé irrémédiablement, et que c'est désormais à nous adapter à lui, et pas le contraire, puisque on va droit dans le mur, en fait.
Ce qui est assez frappant dans vos 3 interventions, c'est de voir les différents regards justement qui sont, enfin, la diversité des possibles à construire, mais aussi la diversité de ce qui a déjà eu lieu. On le voyait dans votre intervention, Aurélie, ces regards qui ont évolué sur la nature et ces différentes prises de position. Ou dans la vôtre, Daria, on voit l'importance du regard, notamment des aborigènes, enfin, de changer tous ces changements de perspective. On voit aussi tout ce qui est possible de faire encore et de construire. C'est assez fascinant. Et c'est vrai qu'on constate quand même une certaine émulation dans les musées autour de ces questions. Et c'est vrai que pour vous, voir toute cette littérature à votre disposition, ça doit vous donner certainement beaucoup d'idées de recherche ou d'exposition. Une expo ne suffira pas. Il me faudrait Oui. un doctorat, en fait. Et je me demandais, Daria, si cette rencontre entre l'écologie, le féminisme, le postcolonialisme, si elle allait s'intégrer dans une, comment dire, dans la politique globale du Palais de Tokyo, parce que là, on parle dans le cadre débordé. Alors, est-ce que c'est un peu une expérience qui donnera d'autres suites C'est des choses qui existaient déjà en partie, puisque finalement, quand on est commissaire d'exposition, un projet d'exposition, c'est pas un îlot autonome, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Et en l'occurrence, les questions féministes m'occupent depuis longtemps. La grande majorité des expositions monographiques que j'ai organisées, c'est avec des artistes femmes. Sur la question autochtone et postcoloniale, j'ai déjà à plusieurs occasions travaillé avec des artistes australiens. Donc, on va dire c'est une étape d'une recherche plus globale. Et en ce qui concerne le Palais de Tokyo, oui, l'idée est qu'il y ait... Je précise que nous avons une nouvelle présidente et directrice artistique depuis l'automne 2019, Emma Lavigne. Et l'idée est de travailler sous forme de... Alors, rebond, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais de faire régulièrement des grandes expositions thématiques qui se répondent. Pour donner un exemple d'un autre sujet, nous avons fait l'exposition Anticorps à l'automne 2019. Il y aura en février 2023 une exposition inspirée par le livre d'Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m'a fait. Donc, comme ça, il y a un système de rebond où finalement Réclamer la Terre est aussi un rebond par rapport à la Biennale de Lyon, dont j'ai été co-commissaire en 2019. Il y a vraiment cette idée, oui, de travailler dans la continuité, même si le programme n'est pas que sur ces questions, parce qu'il y a plein d'autres questions abordées et bien d'autres gestes artistiques à mettre en avant. Mais c'est vrai que, et c'est ce que je disais en introduction, Réclamer la Terre, c'est une exposition collective, mais c'est aussi le nom d'une saison, avec un certain nombre d'expositions personnelles qui creusent aussi ces questions-là de différentes manières. D'accord, merci. Et Aurélie, je me demandais si un peu dans le corpus que vous avez étudié, si vous avez des exemples, enfin, si vous en avez mais de musées qui, au-delà d'une exposition, ont vraiment, de manière vraiment profondément intrinsèque, ont essayé de changer leur regard et d'intégrer ces questions socio-écologiques, mais vraiment dans leur programmation. C'est ouvert, je ne sais pas si vous avez des exemples comme ça qui vous viennent, mais... Il y a le musée de la nature dans la vallée de Sion, en Suisse, qui est dirigé par Nicolas Kramar, qui vraiment a une réflexion sur... alors, lui, il aborde ça par l'Anthropocène. Et donc, il a fait une exposition qui a eu un prix d'ailleurs. Et elle est présentée dans un numéro de l'OCIM. Donc, vous pourrez le retrouver, un numéro de début 2020 de l'année dernière. Et donc, il est très engagé. Et donc, il essaye justement de mêler à la fois les points de vue scientifiques, parce qu'il est un peu géologue, je crois, à la base, et puis les points de vue artistiques. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. Et on voit bien que voilà, il se réclame vraiment de l'interdisciplinarité, que, enfin voilà, c'est un musée intéressant avec quelqu'un qui a une réflexion sur tout cela. Oui, allez-y, Daria.
Moi, j'avais une question également pour Annabelle sur la bio-inspiration. J'imagine que c'est un sujet qui occupe beaucoup aussi des ingénieurs, par exemple. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des entreprises ou des chercheurs extérieurs sur aussi l'application pratique de ces recherches? Absolument, et ça c'est quelque chose que nous avons identifié dans notre interprétation de la bio-inspiration, que la bio-inspiration ne peut jamais être juste une piste de recherche. Il y a toujours une partie application dans la bio-inspiration. C'est vraiment la rencontre de la recherche scientifique et les industriels, les ingénieurs qui mettent en œuvre une idée de manière pratique pour un certain besoin d'innovation industrielle. Bon, ça c'est la partie scientifique, technologique. Il y a bien évidemment la partie artistique, esthétique, culturelle. Mais votre question était par rapport aux industriels et aux ingénieurs. Donc oui, parmi les différents axes de recherche bio-inspirés au sein du muséum, il y a certains qui sont très en amont, donc qui sont vraiment plutôt de la recherche fondamentale, et ceux qui ont abouti à une application dans le vrai monde, disons. Donc, par exemple, juste pour vous donner quelques exemples, il y a un projet avec des ingénieurs, des roboticiens et le muséum qui s'inspire des façons dans lesquelles les oiseaux bougent, notamment leur nuque, leur cou, pour créer des robots légers, économes en énergie, flexibles. Et ces types de robots peuvent être utilisés dans plein de différents contextes, dans des usines, par exemple, où des mouvements très précis sont importants. Donc voilà, ça c'est un exemple de robotique. Oui, je pourrais continuer si ça vous intéresse. Il y a par exemple des contextes, des applications architecturales. Donc de voir par exemple comment les organismes, à travers leur enveloppe biologique, donc qui peuvent être de tout type, de peau, de poils, des plumes, comment est-ce qu'ils régulent leur température, leur humidité, et donc d'appliquer ces principes aux bâtiments pour minimiser leur empreinte écologique. Donc, il y a beaucoup de différents contextes. Donc, ça, c'est vraiment le côté plutôt ingénierie, mécanisme. Et après, comme j'ai montré dans mes exemples, il y a des autres exemples qui s'appliquent plutôt au niveau d'écosystème, d'une échelle et du niveau de molécules d'intérêt pharmaceutique à l'autre échelle biologique. Merci. Et je me demandais, Annabelle, comment dire, où est-ce que votre équipe se situe parmi celles du muséum? Oui, parce que vous êtes très pluridisciplinaire et en fait, vous touchez à tous les aspects du musée. Oui, effectivement. Donc, la décision a été prise quand nous avons lancé le projet de nous mettre, bon, l'organigramme du muséum est assez complexe, comme vous pouvez imaginer, mais nous sommes situés dans la direction DGD Rêve. Donc, c'est Rêve pour recherche, expertise, valorisation et enseignement. Donc, on est impliqué dans ces 4 volets. Mais on a également 3 départements scientifiques où les différents projets de recherche sont situés. Donc, on interagit étroitement avec eux. Et je suis le chef du projet de Bio-Inspire Museum, et nous avons également un pilote scientifique, une responsable scientifique, qui est le responsable d'un de ces départements scientifiques, qui fait vraiment le lien entre tout ce qui est valorisation, enseignement, expertise, recherche, et la partie plutôt recherche fondamentale appliquée dans les départements scientifiques. D'accord, merci pour votre réponse. J'espère que mon son, j'ai entendu un écho épouvantable, j'espère que ça va. Non, c'est bon, voilà, je n'entends pas. D'accord. Alors, il y a une question de Diane Drubet
Alors, donc, appliquez-vous des pratiques de la nature dans votre manière de travailler, d'une manière individuelle ou en équipe? Donc, est-ce que vous appliquez des pratiques de la nature dans votre manière de travailler? La question est posée à moi. Pardon, je n'avais pas compris. C'est à tout le monde. Alors, c'était au moment de votre intervention. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous, Annabelle, ou si c'est pour l'ensemble des personnes. Surtout à Daria et Annabelle. Annabelle. Oui, c'est une bonne question en fait, que pour l'instant, les champs d'application de nos axes de recherche bio-inspirés sont plutôt les domaines que j'ai évoqués. Donc, la biorobotique, le secteur pharmaceutique, l'architecture, et il y a le volet exploration de systèmes d'intelligence collective que j'ai cité pendant ma présentation. Donc, comment est-ce que la nature organise à la fois l'information et ses relations avec des autres organismes, leur environnement, et comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans un contexte institutionnel. Donc, tout ça est très, très intéressant. J'avoue que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que nous avons appliqué au sein du muséum comme démarche. Et c'est une démarche qui est peut-être un peu plus nouvelle que les démarches qui s'appliquent à l'ingénierie robotique. Donc, c'est un peu plus novateur. Il faut également prendre avec des pincettes l'utilisation des principes de la nature dans un contexte social. Parce qu'on ne peut pas dire que juste parce que quelque chose est naturel, qui est intrinsèquement bon et sans critique et applicable dans son état pur à des contextes culturels. Donc, il peut vraiment avoir ce filtre de réflexion de, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la nature et quels parmi ces éléments sont appropriés à mettre en œuvre dans des contextes sociaux, culturels, tout en prenant en compte l'éthique qu'on veut soutenir dans nos sociétés. Je ne sais pas si je suis claire, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Et je vais répondre rapidement parce que je crois qu'il y a d'autres questions, dont une plus haut qu'on avait ratée. Merci. Oui, je la poserai après, oui. Moi, je reparlerai de ce que j'ai appelé, donc, encore une fois, un néologisme, la mycélisation des relations, c'est-à-dire travailler en réseau, travailler de manière collective, pour moi, et donc travailler au sein d'un écosystème, peut-être tout simplement. Enfin, pour moi, la notion de collectif est très importante, et avec cette idée d'interaction, d'enchevêtrement des relations, qui est peut-être quelque chose qu'on retrouve dans la nature et qui devrait exister encore plus au sein des relations humaines, je pense. Merci beaucoup, Daria. Et alors, en effet, il y a une question qui m'avait échappé, donc qui était adressée à Aurélie Zwang. Excusez-moi, je vous la pose tout de suite. Donc, il y a une question de Maëlys Lyotard qui concerne la question de la participation des visiteurs. Et donc, une question sur le dispositif participatif, sur les mutations urbaines, les représentations de Paris. Et donc, elle demande, au-delà de la participation, le temps d'exposition, que deviennent ensuite les contributions des visiteurs participants? De quelle façon sont-elles valorisées, prises en compte concrètement? Voilà. Alors, il y avait tout un dispositif associé à cette exposition qui s'appelait Visite Plus, qui est quelque chose qui est développé par la Cité des sciences et de l'industrie, qui est plus ou moins développé en fonction des expositions. Il a été très développé, notamment pour l'exposition effets spéciaux. Et là, il s'agit en fait d'avoir de prolonger
l'exposition chez soi. Alors, avec plus ou moins de prolongement, mais là, en l'occurrence, ce qui était possible, c'est à partir d'une sorte de QR code, on pouvait retrouver alors la carte sensible, parce que c'est comme ça exactement qu'ils appelaient en fait cette représentation là de Paris, la Vierge, et en fait on demandait aux visiteurs de faire sa carte sensible de Paris, et donc ils pouvaient la retrouver comme ça. Et puis, il y avait aussi, associé à cette exposition, un concours de photos qui était sur la ville. Et véritablement, donc je ne me souviens plus du nom de la commissaire, mais véritablement, c'était très orienté vers la participation du visiteur. Et donc, ça allait au-delà de uniquement ce qui se passait à l'intérieur de l'exposition. Merci Aurélie. Et ça, je me permets de rebondir avant de poser une autre question du public. Dans votre typologie des objectifs, vous soulignez, si j'ai bien compris, quelque chose qui serait encore à venir, si j'ai bien compris, hein, qui serait celle de faire participer. Et est-ce que vous avez peut-être des exemples d'autres projets plus participatifs ou, autour de ces questions, ou est-ce que c'est encore un champ peu investi? Mais en fait, le musée, alors de manière plus générale, hein, est déjà impliqué dans la participation du public. On peut penser à tous les programmes justement du muséum, notamment de sciences participatives. Et là, les musées sont vraiment, ont vraiment lancé avec, par exemple, le programme Viginature École. Alors là, on dépasse le cadre des expositions, mais les musées ont été, enfin, en tout cas, le muséum notamment a été vraiment pionnier dans ce. Alors là, on est dans la participation aux sciences, ok. Après, c'est quelque chose, il me semble, quand même, qui est présent dans certaines expositions. On peut trouver, par exemple, des bornes où on peut poser des questions à des chercheurs, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus général que les questions socio-environnementales, hein. Il y a aussi, en fait, finalement, derrière, c'est considéré le musée comme un forum, en fait, versus le musée temple. En fait, c'est ça qui se joue. C'est est-ce que le musée est un espace public, hein, et comment le citoyen finalement est convoqué dans le musée d'une certaine manière. Là, bon, en tout cas dans les moi je m'étais beaucoup focalisée sur les expositions itinérantes, hein, donc un format très très particulier, alors qui n'est pas propice à la participation ni au débat, mais on voit bien quand même qu'il y a des réticences à provoquer le débat. Et c'est normal. Alors, c'est lié aux postures, justement, des concepteurs et des musées. Alors, je vois la question, pardonnez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur la question de est-ce que le musée doit forcément s'engager. Alors, c'est une question délicate. Est-ce qu'il doit être totalement neutre ou est-ce qu'il doit être totalement engagé? Alors, il existe des postures, il existe une posture intermédiaire, hein, donc, en fait, c'est des postures qui sont étudiées donc, dans le champ de l'éducation sur les questions, sur la manière dont nous, en tant qu'éducateurs, on peut se positionner quand on a en face de nous ou quand on a affaire à des questions socialement vives. C'est ce qu'on va appeler l'impartialité engagée. C'est-à-dire, ce n'est pas l'impartialité neutre. Alors, par exemple, on pourrait dire que l'exemple que je vous ai montré, là, c'est d'impartialité neutre, c'est-à-dire qu'on présente des avis, on recueille les avis, et puis le musée est neutre. L'impartialité engagée, donc ça renvoie aux travaux d'un chercheur qu'on appelle Kelly, donc dans les années 60, si je me souviens bien, mais qui ne sont pas spécifiques au monde muséal, hein, du tout, hein. Mais là, dans l'impartialité engagée, le musée présenterait hein, puisque sa position, ou son parti pris, où on pourrait dire, bah voilà, nous, notre institution, le projet de l'institution culturelle, scientifique, c'est d'avoir tel point de vue et de défendre, de s'engager. Mais nous permettons
que les différents avis des visiteurs puissent s'exprimer. Et donc, c'est une posture un peu intermédiaire entre cette neutralité exclusive qui finalement est très, met beaucoup en retrait ces questions socio-environnementales à laquelle voilà, le musée dit non, bah, je ne rentre pas, ou bien alors voilà, d'impartialité neutre, donc je ne rentre pas du tout, ou bien alors de s'engager, et là peut-être finalement d'être dans une sorte de... Est-ce que c'est le rôle du musée et comme est-ce que c'est le rôle en éducation d'inculquer des choses dans le sens de ne présenter qu'un seul point de vue pour convaincre quelqu'un. Je me pose la question. Ou est-ce que c'est plutôt éveiller son esprit à différentes propositions pour le faire cheminer donc, mais ce n'est pas évident, cette question des postures est très délicate. Merci à Jacques Hayet de l'avoir posée. Et je ne sais pas si Daria ou Annabelle, vous voulez réagir également à cette question. Moi, je ne travaille pas dans un musée, donc ce n'est pas exactement le même. Le musée comme lieu de conservation et le centre d'art, même s'il y a un certain nombre de points communs, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, j'ai l'impression que peut-être à la question s'adressait plus à la question du musée et notamment du muséum, qui est encore un autre cas particulier dans le cadre des musées. Merci. Mais dans tous les cas, en tant que représentant d'un centre d'art, oui, je pense que on a une responsabilité et les artistes sont là pour parler du monde. Je pense qu'il y a également une attente auprès du grand public que les musées aident à comprendre, à interpréter le monde actuel, les défis actuels, que nous avons une certaine confiance que le public nous fait confiance pour éclaircir sur des thématiques environnementaux, sociétaux d'aujourd'hui, et que de plus en plus, étant donné la gravité des circonstances environnementales, on ne peut pas se limiter à une neutralité pure, mais qu'il faut... et je pense que ça, c'est un des objectifs des manifestes du muséum, qu'il y avait cette attente auprès du grand public, que le muséum s'exprime sur ces enjeux un peu polémiques de nos jours, donc le traitement des animaux, la migration humaine, les crises environnementales, pourquoi est-ce que l'histoire naturelle existe, donc des questions peut-être un peu délicates, mais il y a une expectation, comme on dit en anglais, que les muséums répondent à ces questions, de se justifier et d'expliquer le valeur de leur perspective. Donc, c'est pas... Il faut, et je crois que c'est entièrement le cas dans les manifestes, rester équilibré dans les perspectives fournies, bien sûr, mais quand même de se prononcer sur ces thématiques, je pense que c'est important et de plus en plus important. Merci à toutes les trois. Donc, si Aurélie, vous voulez encore ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et alors, j'aurais une autre. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais je n'ai pas encore. Engagement, donc Jacques Hayet qui dit qu'il pensait d'un point de vue auprès des publics. Oui, oui, d'accord. Oui. Le public comme acteur et plus comme spectateur. Oui, on est d'accord. Hein. Oui, oui. Merci. Alors, il y avait une autre question de Diane Drubet pour vous trois. Alors, je vous la lis, hein, mais je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais donc, quels sont les effets de vos programmes, projets, recherches sur vos collègues? Voyez-vous des changements dans le vocabulaire employé, les pratiques ou les projets de vos collègues? Je ne sais pas si on qui veut prendre la parole en premier. Oui, allez-y, Annabelle. Oui, peut-être que je peux répondre parce que c'était un effet étonnant
que nous avons découvertes en échangeant avec nos biologistes par rapport à leur implication dans des projets bio-inspirés, donc avec les industriels, avec les ingénieurs, avec des gens d'autres disciplines. Et ils nous ont raconté qu'au début, ils pensaient que le projet serait plutôt, s'agirait plutôt de la transmission de l'information biologique à des autres disciplines. Et ce qui à laquelle ils n'attendaient pas, c'était le niveau d'intérêt et de utilité de l'information fournie par des gens d'autres disciplines. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai cité, Avinek, le projet qui s'inspire des coups d'oiseau pour créer des bras robotiques, le chercheur en question a dit que loin d'être juste une simple transmission d'informations biologiques ou des données biologiques aux roboticiens, leur interaction a ouvert les yeux aux certains concepts dans la robotique, dans l'ingénierie, qui étaient utiles pour faire progresser ces axes de recherche en biologie. Et ça, c'est quelque chose que nous avons entendu à plusieurs reprises, que bien qu'ils commencent avec cette idée qu'ils vont aider les autres disciplines, aider les industriels, en fait, c'est beaucoup plus réciproque que attendu. Et tant mieux, en fait, c'est quelque chose qui ajoute à la richesse des projets, et c'est vraiment de casser, de décloisonner un peu les barrières entre les différentes disciplines. Peut-être je prends la parole ensuite. Au Palais de Tokyo, finalement, il y a un engagement global de l'institution, puisque, comme je le disais, le Palais de Tokyo cherche à faire sa transition sociale et environnementale. Donc, il y a une prise de conscience globale, une volonté globale de faire évoluer nos pratiques. Après, le projet Réclamer la Terre, moi, me transforme profondément d'un point de vue personnel, parce que c'est 2 ans de recherche à lire des textes, notamment sur l'écologie, sur la question autochtone. Et ça ne fait pas laisser indemne, en fait, de lire tous ces textes qui sont parfois très, très durs, même s'ils ne décrivent que la réalité. Clairement, moi, ça me transforme. Merci. Et je me demandais, Daria, justement, comment s'organise la collaboration entre les co-commissaires et les artistes. Est-ce qu'il y a, enfin, oui, il y a forcément des échanges, hein, mais comment j'imagine que eux-mêmes modifient aussi vos manières de penser, peut-être, et des choses que vous aviez prévues sont peut-être modifiées en échangeant avec eux, ou j'imagine qu'il y a aussi un échange. Vous parlez des conseillers scientifiques pour réclamer la Terre ? Oui, des commissaires et des artistes, cette relation, cet échange entre vous. Mais de manière générale, pour réclamer la Terre. Pour réclamer la Terre, dans ce cas-là. Il n'y a pas d'autres commissaires pour réclamer la Terre. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Vous voulez dire, encore une fois, l'ambiguïté, vous parlez de l'exposition ou de la saison? Ah oui, pardon. J'ai vanté de l'exposition, moi, surtout. Alors, l'exposition, je suis la seule commissaire, mais il y a 2 conseillers scientifiques. D'accord, oui. Léolie Eshraghi, qui travaille plutôt sur la question autochtone, et Ariel Salé, plutôt sur des questions d'écoféminisme et d'écologie politique. Ah oui, c'est aussi pour ça que je les ai invités à réfléchir avec moi, c'est que tout simplement, mes premières notes d'intention, Ariel Salé, de manière très très précise, sur tel ou tel mot ou telle expression, me disait mais tu ne peux pas dire ça comme ça, parce que tu ne peux pas dire que ton projet c'est ça, et en même temps, par exemple, parler de la nature comme si c'était un objet, parce qu'en fait non, c'est un objet. C'est même pas un sujet, enfin, c'est encore un autre débat. Donc oui, c'est très enrichissant, et Léolie Eshraghi sur la question autochtone, c'était très important pour moi d'avoir des échanges réguliers avec lui, parce que travailler sur la question autochtone quand on est française, blanche,
toujours cette question de qui parle et d'où on parle, ça c'est pas anodin, et donc c'est important de s'entourer et d'être attentive voilà, justement aux remarques qui peuvent être faites, au retour et à d'autres modes de pensée. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Hein, et autrement, moi j'ai... Oui, allez-y, Aurélie. Oui, je rebondis sur cette question des mots et des notions. Et en fait, il n'y a pas d'équivalence parce que on parle un peu de... Là, on a pu employer les termes de développement durable, de nature, d'objectifs de développement durable, d'anthropocène. Tout cela, c'est pas équivalent. Ça renvoie véritablement à des visions du monde qui sont complètement différentes. C'est vraiment... Enfin, je veux dire... et donc, du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit, Annabelle, tout à l'heure. Je pense que le musée, il a aussi cette fonction très importante d'éclairer sur ces termes, en fait, et d'expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène. Ça renvoie à une vision très, très globalisée de notre monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on prend la question voilà, du changement climatique qui est donc globale, mais donc on est dans des visions de la Terre, etc. On l'a bien vu là, notamment avec l'exposition Climax, hein, mais c'est des représentations très, 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 très fréquentes hein, de cette Terre qu'on voit comme ça, comme si finalement on en fait partie, mais comme si on pouvait la prendre entre nos mains, quoi, d'une certaine manière. Et l'Anthropocène, c'est un peu ça. Donc il y a plein de discussions philosophiques sur est-ce que finalement c'est pas un capitalocène, justement, voilà, est-ce que on dit les humains et la nature, mais quels humains par rapport à quelle nature, enfin voilà, quelles ont été les interactions, parce qu'elles sont complètement différentes, elles peuvent être complètement différentes. Donc c'est important, comme les objectifs de développement durable, c'est tout à fait un ordonnancement du monde. Je veux dire, il y a nécessité d'éclairer sur ce que c'est complètement différent de toute la pensée philosophique qui est de rétablir des liens avec le vivant, de considérer le vivant à la fois dans son altérité et dans l'identité que nous avons avec lui. Enfin, c'est à milieu de ces paradigmes de développement durable. Enfin, je veux dire, tout cela, c'est très important. Il me semble que le musée puisse être partie prenante d'une certaine manière moi, j'ai toujours cette vision d'éducation, hein, mais dans l'éducation du public par rapport à tout cela. Ça me paraît vraiment fondamental, quoi. Alors, quand je dis éducation, c'est voilà, éduquer de 1000 manières différentes, quoi, justement, par des aspects artistiques, par des aspects scientifiques, par des aspects participatifs, ludiques, etc. Mais justement, qu'il y participe et qu'il s'engage d'une certaine manière par rapport à ça. Merci Aurélie. Alors, il y a une nouvelle intervention de Jacques Hayet. Donc, je vous remercie, hein, monsieur. Et pour les autres participants, n'hésitez pas à poser également vos questions dans le chat. Qui écrit je rédige en ce moment une thèse consacrée à l'évolution identitaire des muséums à l'heure des bouleversements environnementaux et sociétaux. Comment doit se faire cette évolution entre conservatisme et progressisme? Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai lu un peu vite, n'hésitez pas à me dire si je dois la répéter. Donc, je crois que ça s'est adressé à vous, Aurélie, il me semble, c'était au moment de votre intervention. Si vous voulez un peu rebondir Vaste question. Alors, comment ça doit se faire? Moi, je ne vais pas répondre à la question. Je ne me positionnerai pas en prescriptrice, mais entre conservatisme et progressisme. Alors, il faudrait savoir ce que vous mettez derrière conservatisme et progressisme, parce que conservatisme, est-ce que ça renvoie à conservation de la nature ou est-ce que ça renvoie, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que ça renvoie aux visions
conservatrice du musée. Progressisme, c'est pareil. Est-ce que vous parlez des progrès, ce qu'on considère le progrès comme étant notre emprise finalement socio-technique sur l'environnement comme étant un progrès, ou bien alors voilà, il faudrait que j'en sache un peu plus, mais je serais tout à fait intéressée par mission traditionnelle versus nouvelle orientation du musée. Oui, en fait, c'est la nouvelle définition du musée, hein. Je pense qu'il y a là en toile de fond, j'imagine, en tout cas comme enjeu par rapport à votre travail ou, ou comme ce que pourrait avoir comme retombée finalement votre travail. Je suis tout à fait disposée à en parler avec vous de vive voix ou par mail si vous le souhaitez, hein. Mais là, je ne saurais pas répondre à votre question directement. C'est pas évident. Après, juste en une seconde, là, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de repartir de collections. Parce qu'en plus de ça, les musées, justement, les musées maintenant, avec le protocole de Nagoya, ne peuvent plus agrandir leur collection comme ils le veulent. Donc, du coup, on va bien être obligé de faire avec ce qu'on a d'une certaine manière. Et comment, à partir des mêmes collections, on va pouvoir réécrire des discours dans les musées qui vont s'emparer de ça. Du coup, il y a peut-être un lien là entre les missions traditionnelles du musée et les nouvelles orientations. En fait, c'est être dans une continuité, voilà, faire avec ce qu'on a, mais différemment, quoi. Moi, je verrais ça comme ça. Mais je serais intéressée à discuter avec vous plus avant. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Je ne sais pas, Annabelle ou Daria, si vous voulez rebondir ou si vous avez... Peut-être une chose qu'on remarque, alors là je vais parler des musées d'art contemporain qui sont plus ma partie, on va dire. Je pense qu'il y a de plus en plus des relectures des collections existantes et des accrochages qui vont en fait relire l'histoire de l'art. Pour donner 2 exemples au Centre Pompidou, l'exposition Elle à Centre Pompidou il y a quelques années, qui a exhumé littéralement les artistes femmes des collections, ou plus récemment Global Résistance, qui est un accrochage temporaire, encore une fois à partir de la collection, avec sur la question notamment postcoloniale, pour faire advenir d'autres voix et d'autres artistes que ceux dont on a l'habitude. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si Annabelle a chose, si vous avez envie d'ajouter quelque chose ou voilà, des idées qui vous viennent. Écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose, voilà, des dernières paroles avant qu'on commence doucement à clôturer cet échange, n'hésitez pas à me faire signe. Et en tout cas, un très grand merci à vous trois pour vos interventions très riches. Et merci aux participants d'avoir posé vos questions. Et voilà, malgré ce format un peu contraignant à distance, c'est toujours beaucoup moins chaleureux. J'espère néanmoins que voilà, ça aura un peu nourri la réflexion de chacun. Et voilà, donc merci à toutes les trois. Merci aux participants de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site internet de l'association Métis, métis-lab.com, pour avoir des informations sur nos prochains cycles de rencontres qui sont chacun, donc à chaque fois, c'est un cycle composé de un cycle thématique composé de 3 rencontres qui explorent un thème un peu plus précis. Voilà, donc merci et merci également aux 2 commissaires invités, hein, qu'on ne voit pas, elles sont cachées, mais Laurence Perria et Diane Drubé, merci beaucoup à vous 2. Et voilà, donc je pense qu'on peut clôturer. Merci Julie, Diane et Laurence pour votre invitation et l'organisation. C'était un plaisir et je suis ravie d'avoir rencontré Annabelle et Aurélie à cette occasion. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous.